lui pardonna les premiers coups, messieurs. Étudiante, Marie avait le visage quelque peu masculin. Mais par sa candeur, son nez qui se froissait lorsqu'elle s'esclaffait d'un rire cristallin, par son regard franc d'un noir éclatant, elle émerveillait homme comme femme. Elle illuminait toute pièce par sa simple présence. Elle captivait tout œil qui avait l'honneur de suivre ses pas. Elle n'était qu'un rêve, une chimère inatteignable. Et lui, il l'aimait, comme et parmi tant d'autres. Alors il crut à un miracle, lorsque déterminée, elle s'approcha de lui, pour ensuite lui demander d'une voix suave s'il n'avait pas de quoi fumer. Et c'est ce soir-là qu'il devient le plus heureux des hommes, lorsqu'elle lui partagea son admiration pour lui, ce magicien des mots, qui en une phrase faisait perdurer l'éphémère, réussissait à faire pleurer l'insensible, et ce jour-là, la séduisait sans aucun mot. Un véritable magicien. Ainsi, en cette douce soirée, ce garçon se pencha, ce garçon aux joues teintées d'un rouge attendrissant, symbole de son extase, se pencha vers la femme qu'il aimait. Ce garçon aux yeux d'un bleu océan se pencha, enleva la cigarette qu'il avait au bec pour l'embrasser passionnément. À l'époque, ils avaient 20 ans, ils étaient pauvres, ils étaient séduisants, ils étaient heureux. Et aujourd'hui, face à vous, je défends une femme qui pendant 10 ans a été opprimée, violentée, qui pendant 10 ans n'avait personne pour l'épauler, qui pendant 10 ans a subi des coups sans broncher. Et pourtant, lorsque leurs anciens amis pensent à eux, c'est cette image qu'ils évoquent. Mais ce sont ceux qui ont détourné leurs yeux pendant ces 10 dernières années, ceux qui ne s'étonnaient pas de ces blessures, de ces bleus, de ces points de suture, préférant un sourire gêné et l'omission, plutôt qu'une simple question, pourtant si libératrice. C'est aussi à cette image que Marie pensait lorsque d'un grand cri, elle a dit oui. C'est aussi à cette image qu'elle pensait lorsque, courageuse, elle a décroché le téléphone, annonçant à une femme qui ne lui parlait plus « Maman, tu vas être grand-mère ». Et c'est aussi à cette image qu'elle tâcha de penser lorsqu'elle lui pardonna les premiers coups et les suivants. Et c'est aussi à cette image qu'elle se raccrochait douloureusement, refoulant ses pleurs, alors que son mari, ivre, la violait. Alors à chaque procès, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi n'est-elle pas partie ? Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide ? Pourquoi ne pas avoir porté plainte ? En réponse à cela, je vous donnerai ces chiffres. En France, c'est une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. En Europe, une femme sur 5 sera victime de violences physiques pendant sa vie. En 2014, elles étaient 223 000 à subir des coups de poing, des gifles, à se taire face aux insultes, à se soumettre face au mépris. 223 000 à voir l'enfer en l'autre, 223 000 qui ont vu leur humanité enlevée, 223 000 qui avaient peur de tout, en permanence, même de pleurer. Alors qui sommes-nous, hommes et femmes heureux, pour leur dire que nous serions partis, qu'elles savaient ce qu'elles risquaient à rester aux côtés d'un homme si violent. Nous oublions trop souvent que ces êtres ne demandaient qu'un instant de répit, et parfois sont même prêts à se passer la corde au cou pour cela. Les faits sont qu'une femme a tué son mari d'un coup de feu. Mais derrière cela, il se cache une histoire, celle de Marie, celle de milliers de femmes qui se cachent par honte, par appréhension de l'incompréhension. Il y a 2 France aujourd'hui. Celle où nos adolescents refusent de quitter leur lit par fainéantise, et celle où leurs insomnies sont ponctuées par les cris de Marie et de tant d'autres femmes. Celle où l'on apprend enfant à dire merci, à être poli, et celle où à 10 ans, on ramasse son père, traumatisé par l'alcool, pour se traîner de lui-même au canapé. Celle où votre conjoint, aux joues rougissantes, vous embrasse tendrement, et celle où il vous gifle, vous frappe, et où vous devriez être heureuse que l'on tolère une telle traînée. Alors combien d'Alexandra, d'Isabelle, de Marie devront voir leur vie contrôlée et brisée pour que nous, la société, la France, décidons qu'il est l'heure de leur tendre la main pour les relever. Marie, comme tant d'autres, vivait dans un danger permanent. Cette arme que si souvent son mari sortait le soir pour lui expliquant quelle serait sa dernière vision si elle se décidait à partir. Ces bouteilles qui étaient lancées au moindre énervement. Cette violence crescendo. Cet homme méconnaissable à l'haleine fétide qui l'épiait de ses yeux jaunes dilatés. Tout était raison de terreur pour Marie. L'alcool est mère des folies. Malicieux, il n'est qu'un doux répit. Il n'aide pas, il casse. Il a brisé Jacques, malheureux que son talent ne soit plus reconnu. Il a brisé Marie, qui fut réduite à un simple sac de frappe. Et ce funeste soir, il a de nouveau brisé un foyer qui était déjà bien trop bancal. De verre en verre, Jacques avait perdu ses repères.
De verre en verre, Jacques était devenu plus agressif, plus impulsif, plus jaloux, plus maladif. L'alcool n'est qu'un triste vecteur qui révèle nos faiblesses. D'un jeune homme charmant, quelque peu nerveux, Jacques devient cet inconnu au visage rouge qui frappait son épouse. Cet inconnu qui venait de lui briser le nez et l'arcade sourcilière, qui venait de ruer Marie de coups, qui se contenta d'enjamber cette femme inconsciente, qui teintait le carrelage de son sang, et cela sans dire un mot. Quelle violence est pire que le silence. Oui, tuer est un crime. C'est un crime, un immondice. Mais frapper, gifler, humilier, oppresser, violer est tout aussi prohibé. Lorsque l'on vit dans un huis clos dédié à la violence, que l'enfer n'est plus l'absence, mais sa présence, on vit dans un endroit où l'époux est devenu notre bourreau. Si vous doutez encore de la légitime défense, alors regardez son nez cassé, ses lèvres encore gonflées, ses traits fatigués d'être humiliée chez elle, de baisser la tête dans les transports publics. Et imaginez la peur qu'elle éprouvait face à celui qui lui avait enlevé sa liberté, sa dignité. Imaginez son effroi lorsqu'elle tremblait instinctivement, pour la simple raison que Jacques entrait dans la pièce. Imaginez sa terreur lorsqu'elle réalisait qu'un jour peut-être elle ne lui suffira plus, qu'un jour peut-être ses enfants aussi seraient des enfants battus. Et si nous nions l'existence de cette menace, ce serait alors à nouveau détourner les yeux de cette souffrance que Marie et que tant d'autres femmes subissent. Nous ne le ferons plus. En tout cas, moi je ne le ferai plus. Il n'y avait sûrement pas de disproportion entre les moyens de se défendre et l'acte. Il n'y avait aucune préméditation. Marie avait trouvé enfin la force d'appliquer cette directive que l'on conseille à tant de femmes victimes de violences conjugales. Elle avait trouvé la force de partir pour se reconstruire. Elle n'avait plus qu'un désir, fuir cet homme qui lui avait gâché une décennie de sa vie. Mais alors, lorsqu'elle faisait face à cet homme furieux de son départ imminent, au regard hagard, qui se ruait vers elle, que lui restait-il comme choix? L'arme, un coup de feu, Jacques est mort sur le coup. Oui, ma cliente est une femme qui a tué son époux.